Chers participants, pour ceux qui le connaissent, vous avez certainement reconnu la musique de Manu Dibango. Monsieur Muntaga Diouf réclamait Youssou N'Dour, mais nous avons choisi pour la circonstance d'honorer Manu Dibango qui nous a quittés dans les toutes premières heures de la crise sanitaire. Chers participants, soyez tous les bienvenus, chers invités. Je pense que nous allons pouvoir démarrer. D'autres personnes nous rejoindront en cours de séance parce que nous avons enregistré énormément d'intérêt, énormément de réponses à notre invitation. Alors, Monsieur le Président de la CCJA, Monsieur le Directeur général de l'ERSUMAN, Professeur Ndao Diouf, Professeur Barthélémy Mercadal, Professeur Jacques Mestre, Mesdames, Messieurs les professeurs d'université, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs les notaires, Mesdames, Messieurs les dirigeants d'entreprise, Mesdames, Messieurs les juristes d'entreprise et conseillers juridiques, Mesdames, Messieurs les experts comptables et comptables, Mesdames, Messieurs les étudiants, Mesdames, Messieurs les journalistes, Messieurs Paul Bezelon et Nabil Baz, représentants de l'UNIDA, Mesdames, Messieurs les invités, chers experts, consultants et partenaires, et enfin, cher Muntaga Diouf. Au nom du cabinet Siroada, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue, la cordiale bienvenue à cet événement. Après 15 années investies, entre autres, dans la formation, Siroada s'ouvre à un nouvel horizon. Grâce à l'infatigable et perfectionniste Michel Andreu, qui est avec nous, directrice de publication, nous sommes parvenus à mettre en place une structure dédiée à l'édition. CIR OADA Édition donc a pour mission de contribuer à mettre à la disposition des professionnels des outils performants directement adaptés à leurs besoins en publiant des auteurs qui consacrent du temps et de l'énergie au droit OADA et aux législations des différentes zones monétaires de cet espace économique, à savoir donc l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la RDC, la République démocratique du Congo, la Guinée et puis les Comores. Nous sommes aujourd'hui heureux de partager avec vous un bref moment en ce jour où paraît chez Siroada Édition le tout premier ouvrage écrit par Muntaga Diouf, juge à la CCJA, ouvrage intitulé « Le contentieux sociétaire en droit OADA ». Et cet ouvrage est également l'occasion pour son auteur de rendre hommage à son maître Ndiaye Diouf, professeur Ndiaye Diouf. Muntaga, merci infiniment pour cette confiance. Ce fut une très très belle aventure entre Muntaga Diouf, Michel Andreu et moi-même, aventure à laquelle se sont joints les professeurs Ndao Diouf et Barthélémy Mercadal, puis en fin de parcours, l'imprimerie Mon Édition qui est à Nîmes en France. Michel Andreu a également réalisé la maquette de l'ouvrage que vous voyez derrière moi et derrière elle. Et la société de communication Move sur Image a réalisé le logo de Siroada Édition. Soyez-en tous grandement remerciés. Je voudrais également adresser ma gratitude aux personnes et amis du milieu de l'édition qui ont bien voulu accompagner chacun de nos pas. En organisant aujourd'hui cette rencontre, nous nourrissons l'ambition de partager avec vous, bien sûr, cette mine d'or que nous livre Muntaga Diouf à travers son ouvrage, mais également la conviction selon laquelle la formation est le livre
constituent les deux voies complémentaires et indispensables à la bonne application du droit au sein de notre espace juridique. C'est ce qui constitue pour nous le gage du développement économique des États membres de l'OHADA. C'est en tout cas la raison d'être de CIROHADA. Chers invités, mesdames, messieurs, au cours de cette séance qui va nous retenir donc jusqu'à 17h JMT, 19h heure française, nous aurons le plaisir d'entendre tout à l'heure Madame Michèle Andrew, directrice de publication, le professeur Ndao Diouf, qui a préfacé l'ouvrage. Nous échangerons ensuite avec le juge Muntaga Diouf qui va nous présenter son ouvrage à travers des réponses aux questions que je vais lui adresser. Et puis ensuite, c'est le professeur Barthélémy Mercadal qui a postfacé l'ouvrage, qui nous fera part de son regard sur cet ouvrage. Nous prendrons les 30 dernières minutes pour échanger avec vous, chers invités, en commençant par le professeur Jacques Mestre, qui a bien voulu se joindre à nous pour nous livrer donc un petit mot sur l'intérêt social et le rôle du juge en droit français. Voilà, chers participants, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention et je souhaite à présent laisser la parole à Michèle Andrew pour son mot. Michèle. Le micro. Pardon. Donc, je disais merci Arlette. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une belle séance, une belle après-midi. Ma très chère Arlette, je te remercie pour la confiance que tu m'as accordée en me proposant de t'accompagner dans ce très beau projet d'édition. C'est le professeur Mercadal qui nous a mis en relation il y a bientôt 10 ans. Nous avons surtout échangé au départ par téléphone et surtout par mail. Et nous nous sommes enfin rencontrés au congrès de l'IDEF de Sharjah en 2017. Et ça a été un pur bonheur. Il est vrai que j'habite dans le sud de la France, un village des Pyrénées-Orientales, proche de Perpignan-la-Catalane, et que je ne me déplace pas beaucoup. Je suis inamovible. Mais grâce à ma collaboration avec CIROHADA, ma connaissance des pays d'Afrique s'enrichit à travers le droit, l'écriture et les juristes des pays d'Afrique francophone. Pour me présenter rapidement, je vous dirai que je viens d'un tout autre monde, le monde des mathématiques, et que je ne connaissais rien au droit avant de côtoyer le professeur Mercadal. Et ces deux univers, droit et mathématiques, ont en commun l'art de la démonstration et la rigueur. C'est donc avec un vrai plaisir que j'ai travaillé sur cet excellent ouvrage de M. Muntaga Diouf, qui d'ores et déjà se trouve sur le site CIROHADA, à la rubrique CIROHADA Édition. Pour compléter ce que vous a dit Madame Bokovi au sujet de CIROHADA Édition, je voudrais ajouter à l'intention des professionnels du droit désireux de se lancer dans l'écriture pour partager leurs connaissances sur un sujet pratique que nous tenons à leur disposition une charte éditoriale et rédactionnelle. Soyez assurés de toute notre bienveillante attention pour vous accompagner dans vos projets de publication. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente séance. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Arlette. Merci, merci, cher Michel, pour ces mots. Professeur Ndiaou Diouf. Ndiaou Diouf, comme vous le savez, cet événement est également un petit peu vôtre, puisque c'est à votre honneur que Muntaga Diouf s'est décidé donc à prendre sa plume ou à prendre son clavier pour parler un langage plus moderne. Donc, c'est également un petit peu votre événement.
Le professeur Ndiao Diouf est agrégé des facultés de droit. Il est doyen honoraire de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, l'Université de Dakar, vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Merci d'avoir accepté de nous accompagner, cher Ndiao Diouf. Vous avez la parole, vous avez préfacé cet ouvrage, donc vous connaissez très bien. Vous avez la parole pour votre intervention. Je vous remercie, Arlette. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfaitement. Bien. Monsieur le Président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, Monsieur le Directeur général de l'École régionale supérieure de la magistrature, mon cher Muntaga, ma chère Arlette, mon cher Jacques, Monsieur le professeur Mercadal, Madame la directrice de publication, Messieurs les membres de l'équipe technique, Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais à l'entame de mon propos remercier très sincèrement Arlette et Muntaga pour m'avoir donné l'occasion de réaliser deux rêves. D'une part, retrouver, même si c'est de manière virtuelle, des personnes... On n'entend plus. Vous m'entendez maintenant? Maintenant, oui. D'une part, je parlais de mes rêves qu'ils m'ont permis de réaliser. D'une part, retrouver, même si c'est de manière virtuelle, des personnes chères que la situation sanitaire actuelle et les restrictions qui l'accompagnent m'empêchent de revoir depuis de longs mois et de faire des rencontres annonciatrices de futurs partenariats qui seront, je l'espère, fructueux. D'autre part, retrouver le droit privé, après en avoir été éloigné depuis 6 ans, compte tenu des fonctions qui sont les miennes au Conseil constitutionnel du Sénégal. Mesdames, Messieurs, lorsque M. Muntaga Diouf m'a pour la première fois parlé de son ouvrage, j'ai tout de suite pensé à la thèse de doctorat qu'il avait soutenue quelques années plus tôt. Cette thèse, portant sur l'intervention du juge dans la vie des sociétés commerciales, avait pour objet de montrer que même s'il ne peut pas se substituer aux organes sociaux pour prendre des décisions qui sont de leur compétence, le juge est souvent conduit à prendre des décisions ayant un impact certain sur la vie sociale. Il faut en effet avoir à l'esprit que l'activité de la société intéresse d'autres personnes que les associés. Et il faut protéger les intérêts qui sont les leurs. Par ailleurs, la société est très souvent le théâtre de conflits entre associés, des conflits qui, si l'on y prend garde, risquent de compromettre durablement l'exercice de l'activité ou même de provoquer la disparition prématurée de la personne morale. Avec l'ouvrage dont il vient d'achever la rédaction, M. Muntaga Diouf a poursuivi l'étude qu'il avait commencée avec la thèse et en a élargi le champ en abordant de manière générale le contentieux sociétaire en droit OHADA. L'entreprise n'était pas aisée parce qu'il fallait d'abord identifier l'objet de l'étude. Je veux parler du contentieux. Il existe, vous le savez, plusieurs situations qui se créent dans la société,
En raison de leur nombre et de leur diversité, il fallait procéder à des classements. C'est un exercice que M. Mountaga Diouf a très bien réussi, en mettant en relief le particularisme de ce contentieux par rapport au contentieux de droit commun. Un particularisme qui apparaît à deux niveaux. En premier lieu, dans ces manifestations. Selon lui, certaines contestations prennent leur source dans la remise en cause de la régularité d'actes accomplis par les organes, alors que d'autres sont liés à l'exercice des droits et des pouvoirs. En second lieu, dans son dénouement, l'analyse l'a conduit à cet égard à montrer que le contentieux peut se terminer par la désignation de mandataires judiciaires chargés soit de prendre provisoirement et de manière totale ou partielle la place des organes sociaux, je pense aux administrateurs provisoires, soit de les accompagner, je pense aux mandataires ad hoc, ou de les contrôler, je pense à l'expert de gestion. Il a aussi constaté que le dénouement du contentieux peut prendre une forme plus radicale, puisque c'est le pacte social qui est mis à mal du fait de la remise en cause du statut, voire de l'ensemble des associés. M. Diouf ne s'est pas arrêté à l'analyse de la notion de contentieux statutaire. Il s'est également lancé dans la recherche du juge compétent en la matière et de la procédure à suivre. On a coutume de dire que tout droit a besoin de juges pour le servir. Et toute justice veut une procédure, ce qui explique qu'il y ait au service de chaque catégorie de règles de fond, je veux parler de droits substantiels, de droits déterminateurs, correspond une procédure déterminée. La difficulté que l'on rencontre dans l'espace OHADA réside dans le fait que les actes uniformes qui constituent le droit déterminateur n'a pas à son service des règles spécifiques. Ce qui explique le renvoi à la loi nationale des États parties, soit de manière explicite, soit de manière implicite. Dans le droit OHADA, le législateur, certainement soucieux de respecter la souveraineté des États et de ne pas perturber l'organisation judiciaire interne, évite de s'immiscer dans la détermination de la catégorie de juridiction compétente pour trancher les litiges soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes. Très souvent, il se contente de clauses de style telles que la juridiction compétente, même s'il lui arrive parfois de donner des indicateurs plus ou moins précis en renvoyant à la juridiction statuant en matière d'urgence ou au président de la juridiction statuant en matière d'urgence. Il appartient à l'analyste de rechercher et d'identifier dans chaque État ce à quoi correspond cette notion de juridiction compétente, de président de la juridiction compétente, de président de la juridiction statuant en matière d'urgence, etc. C'est avec la même prudence que le législateur traite les règles de procédure proprement dites. Et ces questions extrêmement difficiles ont été traitées avec beaucoup de bonheur avec cet ouvrage que
Mountaga Diouf met à la disposition du public. C'est dans le respect des normes de présentation des travaux académiques et scientifiques que M. Diouf a rédigé son ouvrage, révélant ainsi ses énormes, ses immenses qualités de chercheur. Pour cette raison d'ailleurs, il a été très souvent sollicité par les universités sénégalaises, comme l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou l'université Gaston Berger de Saint-Louis, pour dispenser des enseignements en licence et en master, et même pour siéger dans des jurys de soutenance de thèse. Mesdames, Messieurs, compte tenu des qualités de cet ouvrage, je n'ai aucun doute sur le succès qu'il aura auprès des universitaires et des praticiens que vous êtes. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre aimable et patiente attention. Arlette, je vous rends la parole. Merci, cher Ndiao. Merci. Je pense que le décor est bien planté. On voit bien le cadre dans lequel cet ouvrage a été écrit et puis la rigueur avec laquelle ce document a été fait. Nous allons, merci infiniment, professeur Diouf. Nous allons poursuivre en vous présentant le document lui-même. Mountaga Diouf va nous présenter son ouvrage en répondant à quelques questions que je vais lui soumettre. Très bien. Mesdames, Messieurs, nous allons donc demander à Mountaga Diouf de nous donner quelques éléments pour mieux comprendre son ouvrage, mieux faire connaissance avec son ouvrage. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous le présenter davantage. Mountaga Diouf, qui est un juriste qui, depuis 20 années, travaille sur le droit au WADA en tant que juge, enseignant-chercheur, formateur dans les écoles de magistrature, il est arbitre, il est médiateur et il est conciliateur. Il est, depuis janvier 2020, juge à la CCJA de l'OADA, bien sûr. Docteur en droit, le juge Mountaga exerce donc cette fonction de juge depuis son entrée en magistrature jusqu'à son affectation à la chancellerie en qualité de conseiller technique et de secrétaire exécutif de la Commission nationale OADA au Sénégal. Et ces fonctions l'ont conduit particulièrement pendant 8 années au cœur du dispositif législatif et institutionnel de l'OADA, où il a contribué à l'élaboration et à la révision de plusieurs actes uniformes. Ces fonctions l'ont également conduit à participer pour le compte de l'État sénégalais à la préparation des tests de la zone de libre-échange continentale africaine, donc la ZLECAf, qui a été mise en place par la conférence des chefs des États de l'Union africaine. Voilà pour présenter un peu brièvement l'auteur, sa note biographique figure dans l'ouvrage, bien entendu. Venons-en à votre ouvrage, cher Mountaga Diouf. Beaucoup d'entreprises ainsi que leurs partenaires ignorent à quel moment ou pour quelles raisons le juge peut être appelé à intervenir dans le fonctionnement d'une société. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que recouvre le contentieux sociétaire? Je vous remercie, Arlette Bokovi. D'abord, la notion de contentieux sociétaire renvoie dans cet ouvrage à la situation dans laquelle les acteurs de la société commerciale s'opposent sur des prétentions à l'occasion des assemblées générales ou des conseils d'administration, et situation qui aboutit à une ou plusieurs procédures judiciaires. Alors, le contentieux sociétaire est intéressant à étudier parce qu'il occupe une place de plus en plus importante dans l'activité des juridictions, même si une partie de la doctrine a longuement défendu aux juges d'intervenir dans la vie des sociétés commerciales.
vie qui, par essence, est un domaine qui est éminemment contractuel. À travers l'acte juridictionnel, l'acte du juge, le juge joue donc de plus en plus une partition importante dans le traitement des litiges entre associés. L'acte de juger est par conséquent présentement une composante essentielle de la gestion des sociétés commerciales. Il m'est de ce fait apparu important de réfléchir sur ce contentieux pour en percevoir les spécificités, mais aussi pour en percevoir la manière dont le juge l'aborde et le solutionne. Je pense que pour bien comprendre un phénomène, il est utile d'en comprendre les particularités. C'est un excellent moyen d'anticipation des difficultés. Mais c'est aussi un moyen idoine de trouver les meilleures solutions possibles lorsqu'on n'a pas pu anticiper ou lorsque l'anticipation n'a pas permis d'éviter la naissance d'un litige. Voilà donc, Madame Bokovi, ce que recouvre, de notre point de vue, la notion de contentieux sociétaire. Merci beaucoup pour cette précision. Mais en effet, on voit en parcourant l'ouvrage, on voit bien que sur le contentieux sociétaire, vous donnez des détails utiles et une jurisprudence fournie, ce qui permet donc justement de servir, ce qui sert forcément les praticiens du droit et les universitaires, les étudiants aussi d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi votre ouvrage est utile concrètement aux étudiants, aux enseignants et puis ensuite aux opérateurs économiques? Alors, pour les étudiants, cet ouvrage constitue un excellent outil de recherche et d'apprentissage parce qu'il concentre beaucoup de réponses aux questions qui sont enseignées en droit des sociétés dans les facultés de droit. Pour les enseignants-chercheurs, cet ouvrage est rédigé à partir d'une bibliographie fournie, africaine et française, mais aussi sur la base d'une forte jurisprudence issue des juridictions de l'espace OHADA, mais aussi avec du droit comparé. Cet ouvrage constitue également un apport à la construction d'une doctrine africaine sur cette matière. Son contenu peut donc être sujet à critique, peut inspirer des travaux de recherche ou des thèses dans ses multiples déclinaisons. Voilà pour les enseignants-chercheurs. Pour les opérateurs économiques, cet ouvrage a l'avantage d'être très pratique, puisque la plupart des sujets traités constituent le lot quotidien des investisseurs, des actionnaires et autres opérateurs économiques qui sont confrontés à la réalité du monde des affaires. Et j'essaie de mettre à leur disposition un certain nombre d'informations et d'outils qui pourraient leur permettre de mieux s'armer avant ou après leur réunion avec les différents partenaires. Voilà en quoi je crois, pour résumer, cet étudiant-là peut constituer un outil pour les étudiants, les enseignants-chercheurs, mais aussi pour les opérateurs économiques. C'est tout à fait intéressant et c'est en fait l'objectif, hein, la pratique professionnelle qui concerne tout le monde en réalité, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire, Mountaga Diouf, les points essentiels que vous abordez dans l'ouvrage? Alors, ces points essentiels ont été brossés tout à l'heure par le professeur Ndiaye Diouf, puisque essentiellement, ces points concernent l'identification des caractéristiques particulières du contentieux sociétaire. J'ai pu noter et mettre en exergue le fait que c'est d'abord dans ces manifestations que ce contentieux se singularise. Cette singularité apparaît dans la remise en cause des délibérations, par des actions en annulation et en modification que les associés peuvent, en tout cas, introduire devant les juridictions. Ça, c'est une première manifestation.
En second lieu, la singularité apparaît dans l'exercice des droits ou des pouvoirs. L'exercice des droits de vote, l'exercice des pouvoirs des organes au sein de la société. C'est extrêmement important. Ensuite, j'ai pu aussi montrer que le contentieux sociétaire a une particularité dans la manière dont il se dénoue, dans la manière dont le juge lui apporte des solutions. Puisque la société, c'est l'affaire des partis. Si les partis ne s'entendent pas pour le devenir de la société, qu'est-ce qu'il faut faire si l'intérêt social est en jeu? Très souvent, pour solutionner ces problèmes, le juge procède à la désignation de mandataires judiciaires dans la société, notamment des administrateurs provisoires. Il peut également nommer d'autres mandataires judiciaires qui sont moins impliqués dans les affaires de la société parce que tout simplement, ces mandataires ne prennent pas la place des associés. Il s'agit de mandataires ad hoc chargés de les accompagner ou simplement de mandataires chargés d'effectuer des missions ponctuelles comme l'expertise de gestion. Sans oublier le commissaire aux comptes qui est un organe de contrôle permanent dans certaines sociétés. Il peut aussi se réaliser, ce dénouement, par une sorte d'atteinte au statut des associés. Puisque l'intérêt social est en jeu, la solution parfois passe par une sorte de minoration de la situation de l'associé. On porte atteinte au statut des associés. On y porte soit par la dissolution de la société lorsque simplement celle-ci n'est plus viable, en tout cas sur le plan de l'intention des associés, soit simplement parce qu'on essaie de trouver un moyen d'écarter l'associé qui est le facteur de trouble, qui empêche la société de fonctionner normalement, qui s'oppose de manière abusive dans les différentes sociétés et véritablement qui n'est plus en ordre de s'entêter avec les autres. Au lieu de dissoudre la société, ben, il y a certaines solutions, en tout cas, qui permettraient, dans certaines sociétés notamment, d'exclure l'associé, en tout cas de la société, ou tout simplement de porter atteinte à son droit de vote. Voilà les points véritablement essentiels qui sont abordés dans cet ouvrage. C'est absolument intéressant. On voit bien que quand on parle de contentieux sociétaire, on ne s'adresse pas uniquement à des professionnels du droit. C'est des questions qui touchent à tous ceux qui peuvent être intéressés pour une raison ou pour une autre, à la société. Donc, vous avez abordé effectivement beaucoup de points, des aspects que l'on ne peut pas imaginer. Et l'ouvrage est écrit dans un style qui permet même aux non-juristes de comprendre. La lecture est assez fluide. Les non-juristes sont tout à fait à l'aise avec cet ouvrage-là. Et merci pour cet effort-là de pouvoir permettre à tout le monde de savoir ce que c'est que le contentieux sociétaire et de pouvoir connaître leurs droits en fonction de leur position pour pouvoir saisir le juge lorsqu'il y en a besoin pour débloquer une situation. Alors, comme vous le savez, les sociétés, justement, se sont senties déstabilisées dans leur fonctionnement lors du récent événement que nous avons connu, qui a frappé le monde entier et qui a changé le cours de nos vies et de nos organisations depuis mars 2020. Quelle solution, Muntaga, avez-vous pu apporter dans votre ouvrage en matière de gouvernance lorsque survient un événement imprévu tel que la COVID-19? Alors, la pandémie de la COVID-19 a sérieusement éprouvé nos États, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Nous avons montré que cette situation ne pouvait pas épargner le monde de la justice. Le rôle important de la jurisprudence
que j'ai expliqué tout au long de cet ouvrage devrait s'accentuer davantage avec les effets néfastes de la pandémie. Devant le désert législatif, pour pallier judiciairement les conséquences de cette crise sanitaire sur le fonctionnement des sociétés commerciales, ces sociétés commerciales qui doivent, pour continuer à exister, prendre des décisions qui iraient à l'encontre de certaines règles de l'acte uniforme, dont le respect a paru impossible du fait des mesures sanitaires imposées par les États. Je pense que ce sont les juges qui devraient faire, les juges nationaux et au final la CCJA, ce sont les juges qui devraient faire preuve d'ingéniosité. On a constaté que lors de la naissance de la pandémie, les États ont pris beaucoup de mesures qui restreignent la liberté d'aller et de venir, qui restreignent la liberté de commerce, qui restreignent les libertés de réunion, si tout simplement les personnes ne sont pas empêchées de sortir de leur domicile. Alors que les sociétés sont un lieu où convergent non seulement les salariés, mais les opérateurs économiques dans le cadre de leurs négociations. Donc, la pandémie ne pouvait pas épargner les sociétés commerciales et la pandémie ne pouvait pas non plus épargner les juridictions. Les sociétés commerciales sont appelées à se réunir, à tenir des assemblées générales, à tenir des conseils d'administration et devant l'état d'urgence décrété dans certains États, l'interdiction de se déplacer, etc., toutes ces mesures sanitaires que nous avons remarquées, mais véritablement, il appartient aux juges d'intervenir, puisque là où les États sont intervenus en prenant des dispositions législatives, en tout cas pour pallier les conséquences néfastes de la pandémie, le législateur de l'OHADA n'a pas pu le faire, simplement parce que le processus d'adoption des textes de l'OHADA est un processus effectivement trop long. Il est trop long et il n'est pas adapté à la mesure d'urgence. Il n'y a aucun texte aujourd'hui de l'OHADA qui permet à une autorité de prendre des mesures d'urgence pour apporter des dérogations à certaines règles de l'acte uniforme. Et donc, il appartient à la jurisprudence véritablement de voler en quelque sorte au secours de ce désir législatif et il peut puiser dans des ressources, puiser des ressources dans le droit commun. La force majeure, la théorie de l'imprévision, notamment. Et je pense que l'absence de texte n'a jamais été un obstacle pour le juge commercial pour régler des questions vitales pour la société. On a parlé tantôt d'administration provisoire. En France, lorsque l'administration provisoire a été mise en place, elle a été mise en place sans le support d'aucun texte. Et également dans nos États, jusqu'à la réforme de 2014, nous désignions des administrateurs provisoires, nous définissions un régime juridique de l'administration provisoire sans le support d'aucun texte. C'est simplement en 2014 que l'OHADA a réglementé la question d'un administrateur provisoire. Donc, véritablement, le juge doit rechercher des ressources dans le droit commun pour en tout cas contourner les difficultés nées de l'impossibilité pour les sociétés de respecter les dispositions de l'acte uniforme. Voilà en quelque sorte ma réflexion sur les conséquences de la pandémie. Merci pour ces précisions. C'est effectivement important de le souligner. Il faut dire que l'ouvrage était presque terminé lorsque cette pandémie est arrivée, mais vous avez souhaité ajouter quand même ces éléments-là puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est définitivement entré dans nos vies. Il faut se préparer. Un juriste se prépare à partir du moment où une situation est censée arriver. Le juriste prend de l'avant le juriste anticipe, disons-le comme ça, le juriste anticipe et vous avez donc tenu à ajouter ces éléments dans votre document. Merci infiniment, ça nous sera utile et pour bien longtemps, cher Muntaga. Merci, je voulais surtout remercier Muntaga Diouf pour ses réponses apportées, mais également pour cette très, très bonne collaboration que nous avons toujours eue.
Et puis, pour cet ouvrage que nous accueillons comme un réel outil d'accompagnement au sein de l'espace OHADA. Merci infiniment. Muntaga Diouf, est-ce que vous auriez un dernier mot? Oui, un dernier mot, véritablement pour réitérer mes remerciements à certaines personnes, le professeur Ndiaye Diouf, qui est mon mentor, qui est mon maître, qui est un grand frère, qui est un ami, sans qui peut-être le juriste que je suis aujourd'hui, je ne l'aurais pas été. Ensuite, il y a Sir Ouada et vous-même, Madame Boukouvi, qui avez accepté d'éditer cet ouvrage. Sir Ouada a fait le pari de l'Afrique en se lançant dans l'édition après plus d'une décennie au service de la promotion du droit OHADA. La contribution de la directrice de publication, Madame Michel André, qui a su tirer profit, en tout cas de ce qui rassemble les mathématiques et le droit, c'est-à-dire le besoin de démonstration, sa contribution par sa grande rigueur et sa disponibilité véritablement mérite ma gratitude. Je ne saurais oublier M. Barthélémy Mercadal, professeur honoraire, vice-président et secrétaire général de l'Institut du droit d'expression française, que j'ai connu il y a quelques années par l'entremise d'Arlette Bokovi, et qui a pris de son précieux temps pour jeter un œil critique très enrichissant sur ce travail et à postfacer le document. Merci aussi à mon ami le professeur Jacques Mestre, qui a pris de son temps pour participer à cette visioconférence. Enfin, merci à mention spéciale à mon épouse, qui a su gérer les contraintes de ma vie professionnelle et qui m'a énormément soutenu dans ce projet. Voilà, Madame Boukouvi, le tout dernier mot que je tenais à dire. Très bien, merci infiniment. Et c'est très important de le souligner. Pour écrire un ouvrage, il faut du temps, il faut l'accord, si vous voulez, la contribution aussi de l'entourage de la famille. Et donc, c'est important de remercier en dehors des personnes sur le plan professionnel qui ont contribué, mais également sur le plan familial. Je suppose que les enfants, ils sont aussi pour quelque chose. Tous ceux qui se livrent à une activité intellectuelle le savent très bien. Alors, chers participants, chers invités, nous sommes heureux de vous annoncer que l'ouvrage de Muntaga Diouf, donc le contentieux sociétaire, est désormais disponible à la vente sur le site sir-ouada.com. Nous prenons ce défi-là, nous voulons relever ce défi. Nous savons que la distribution n'est pas évidente en Afrique. La boutique en ligne reste très compliquée, surtout dans la zone francophone, mais nous avons souhaité relever ce défi ensemble avec notre webmaster, la société OL, qui est basée au Togo. La boutique est en ligne. Servez-vous de cette boutique-là pour commander les ouvrages. Nous ferons de notre mieux pour vous les faire parvenir parce que nous connaissons le problème de la distribution des ouvrages en Afrique. Les auteurs écrivent, mais la distribution reste compliquée. Nous prenons ce challenge-là, nous souhaitons le relever ensemble avec vous. Et en dehors donc du site internet, vous avez les livres qui sont disponibles à Lomé auprès de notre société, donc Sir Ouada. En Côte d'Ivoire, la CCJA, qui est à Abidjan, les ouvrages s'y trouvent. Au Bénin, c'est à l'Ersuman, à Porto Novo. Au Sénégal, à la Commission nationale de l'OHADA à Dakar. Et puis pour les autres pays, n'hésitez pas à nous écrire. Nous ferons de notre mieux pour vous faire parvenir l'ouvrage. Et nous voulons donc remercier très sincèrement ces institutions qui ont bien voulu participer, donc faciliter la mise à disposition des ouvrages. Je veux parler de la CCJA, de l'Ersuman et de la Commission nationale de l'OHADA et nous espérons dans le temps étendre nos points de vente.
Nous en parlons tout à l'heure avec le professeur Jacques Mestre qui me disait qu'il y a beaucoup de librairies, effectivement, dans les grandes capitales qui sont bien achalandées. Nous évoluerons petit à petit dans cette direction, en sachant que dans tous les cas, où que vous soyez, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez acquérir cet ouvrage. Nous ferons de notre mieux pour vous le faire parvenir. Et je voudrais également remercier très sincèrement OADA.com, OADA.com de l'UNIDA, que vous connaissez, qui est un puissant vecteur de communication dans la promotion de l'OADA depuis toujours. L'OADA.com est notre partenaire depuis une quinzaine d'années que nous avons commencé nos activités. Paul Besnon et Nabil Baz, notamment, sont donc nos interlocuteurs. Et je voudrais remercier également l'IDEF, l'Institut international de droit d'expression et d'inspiration française, qui, par ses nombreuses actions, contribue également à la promotion de l'OADA. Je travaille avec le professeur Mercadal depuis plusieurs années dans le cadre de l'IDEF notamment, et je m'instruis beaucoup à ses côtés. Justement, professeur Mercadal, nous avons beaucoup évoqué votre nom depuis le début de cette séance. Je voudrais donc, avant de vous laisser la parole, vous avez lu cet ouvrage, vous l'avez postfacé. Je voudrais simplement dire aux participants qui vous êtes, même si on ne vous présente plus, vous êtes agrégé des facultés de droit, professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers à Paris en France. Vous êtes, Muntaga l'a dit tout à l'heure, vice-président et secrétaire général de l'IDEF. Et depuis 2000, vous menez plusieurs actions en faveur donc, de la promotion du droit OADA. Merci infiniment de vous associer à la promotion de l'OADA et à cet événement. Cher Monsieur Mercadal, je vous laisse la parole. Merci, chère Arlette. Un mot de félicitations, d'abord un peu émouvant devant la naissance de votre entreprise que vous menez si bien avec le concours de Michel Andreu qui vous a fait bénéficier de ses talents mathématiciens et de son goût de la précision. Je salue aussi les propos que M. Munetaga Diouf vient de tenir, car ils sont un reflet parfait de ce qu'a déjà mis en valeur son maître, M. Diouf 1, comme il aime qu'on l'appelle, j'ai cru comprendre hier. Et par là même, je vois que cette action va donner naissance à une présence de l'OADA sur la scène juridique plus importante qu'elle ne l'était jusque-là. Je relève en effet, et je le dis à l'adresse de Monsieur le Président de la CCJA, de Monsieur le Directeur de l'ERSUMA, de tous les invités que nous ne voyons pas, mais que vous nous avez dit très nombreux, que l'ouvrage de Monsieur Diouf comporte deux apports. L'un que je qualifie de technique et l'autre que je qualifie de politique juridique. Ce qui a trait à la technique a été déjà très bien mis en valeur à travers les propos qui ont été tenus jusque-là. Je soulignerai simplement que M. Diouf n'a négligé aucun des conflits que la vie des sociétés commerciales fait naître. Il a mis le doigt sur tous les litiges qui sont les plus virulents, les plus sensibles et en même temps les plus déchirants entre les associés. La rémunération des dirigeants, les conventions de vote, les abus de majorité, les abus de minorité, le respect de l'organisation hiérarchique de la société anonyme, ensemble de règles qui convergent toutes pour encadrer la vie de la société dans un carcan plutôt que dans une libération échevelée. Et pourtant,
Il faut bien résoudre les conflits et lorsque la lettre de la loi n'est pas suffisante, M. Diouf s'est trouvé confronté à ce problème que rencontre tout juge, comme d'ailleurs tout interprète. Quelle est la marge de manœuvre que l'on peut trouver dans la loi pour aller un peu plus loin et mettre un terme à des conflits qui sont extrêmement préjudiciables aux intérêts économiques que les sociétés sont destinées à servir, au développement également économique que l'on attend d'elles et à l'enrichissement que cela doit procurer aux États parties à la zone OHADA. Monsieur Diouf a montré qu'il avait besoin d'une marge de manœuvre pour la création prétorienne et c'est là que j'ai découvert depuis que j'ai écrit la postface qu'il avait en réalité pris une position de politique juridique que j'oserais qualifier de quasi-révolutionnaire et dont je ne m'étais pas aperçu au premier abord. Il a en effet renversé le principe du droit français selon lequel le juge ne doit pas s'immiscer dans la vie sociale et il n'a pas manqué de citer ce principe. Mais il a aussi introduit une innovation en déclarant qu'il pouvait y avoir, lorsque c'était nécessaire, plutôt que de laisser s'accomplir un désastre économique, une ingérence sociétale. Il emploie ce mot d'ingérence, ce qui donne au juge un pouvoir considérable pour résoudre des conflits, comme je le disais, qui sont extrêmement douloureux et qui portent tort à la vie économique. Est-ce un excès de pouvoir? Est-ce qu'il sort là des compétences du juge, telles qu'on les conçoit naturellement? Est-ce que c'est un affranchissement par rapport à la loi? J'oserais dire que c'est tout le contraire et que c'est au contraire un ancrage dans la spécificité de l'OHADA. Car la législation de l'OHADA n'est pas une législation neutre. C'est une législation dédiée à une finalité déterminée, attirer les investisseurs étrangers sur les territoires de la zone et favoriser par là même un essor économique. Par conséquent, on trouve dans le traité lui-même la justification de l'introduction de ce paramètre du sort économique de la solution qu'appelle le litige, qui me paraît tout à fait justifié et qui est susceptible d'être retenu pour conduire une politique juridique et un rôle du juge beaucoup plus élargi. On peut s'autoriser aussi dans ce domaine de l'exemple de la construction du marché commun puis de l'Union européenne. La Cour de justice des communautés, à l'origine, puis aujourd'hui la Cour de justice de l'Union européenne, n'ont pas manqué de fonder leur jurisprudence sur l'interprétation du traité conformément à ses objectifs. Car là aussi, il y a une législation dédiée à une finalité déterminée. Et c'est pourquoi un concept qui est courant en droit français, en droit allemand et en droit d'un des autres pays membres de l'UE va pouvoir être revu par la Cour de justice de l'Union européenne afin de lui donner un sens autonome. Je pense que la jurisprudence de l'OHADA est appelée à évoluer dans le même sens et que le juge Munteraga aura l'occasion
probablement de se trouver confronté à ce besoin d'une interprétation autonome, conformément, ou plutôt conforme au but du traité, afin d'assurer la réalisation de son objectif économique. Ce sera ainsi donné à l'Afrique un droit qui lui est spécifique, car on a souvent dit l'OHADA, c'est une construction abstraite, surtout les Américains, ils adorent dire ça, et les common lawyers, parce que le juge est bridé, le juge ne peut pas s'épanouir, le juge est le prisonnier d'un texte qui a été écrit à l'avance dans l'abstrait, alors que, et M. Diouf l'a souligné tout à l'heure, le juge a quand même un rôle important dans l'interprétation. Et vous savez que l'IDEF s'était fait une spécialité pour démontrer que les jurisprudences américaines étaient bien souvent identiques aux jurisprudences françaises et qu'il y avait autant de liberté d'interprétation d'un côté que de l'autre. Le sujet qu'a traité M. Diouf le prouve abondamment et c'est l'occasion, pour ceux qui nous écoutent, de bien retenir qu'il y a tous les moyens pour le juge, en s'appuyant sur le traité, de faire évoluer l'OHADA dans l'essence des besoins de l'Afrique afin que son développement soit de plus en plus confirmé, ce que les dernières nouvelles économiques concernant la zone OHADA attestent, puisqu'on signale combien la croissance économique qui a été assez bonne malgré la crise de la Covid-19. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de développer cette tirade sur le rôle du juge et sur la liberté du juge civiliste. Merci Arlette. Merci, Monsieur Mercadal. Et là, c'est une note d'espoir. C'est vraiment très encourageant, effectivement, de souligner, de terminer votre intervention par ces chiffres que nous connaissons, effectivement, ces rapports qui montrent à quel point l'Afrique se porte bien malgré l'Afrique de l'OHADA. L'Afrique de l'OHADA, effectivement, et se porte bien malgré la situation sanitaire difficile et économique, bien sûr, difficile que nous traversons. C'est assez encourageant. Alors, mesdames, messieurs, chers invités, nous allons à présent inviter, nous avons terminé donc la première partie, la présentation de l'ouvrage de Muntaga Diouf avec ces interventions que nous avons écoutées. Nous allons à présent ouvrir la deuxième partie qui est les échanges avec vous. Vous savez, pour ceux qui nous connaissent, CIROHADA organise des visio-débats. Donc, nous souhaitons échanger avec vous dans les 30 prochaines minutes pour avoir vos questions, vos réactions. Mais avant cela, nous allons donc écouter le professeur Jacques Mestre, qu'on remercie sincèrement d'avoir accepté de se joindre à nous pour cet événement. Le professeur Jacques Mestre est professeur agrégé de droit privé. Il est président de l'Association française des docteurs en droit et puis directeur de l'AMI Société commerciale. Professeur Mestre, vous avez la parole pour nous dire justement un mot sur l'intérêt social et le rôle du juge en droit français. Nous l'avons entendu tout à l'heure, Muntaga Diouf lui-même l'a dit, il est assez régulièrement fait référence dans son ouvrage à la jurisprudence française. C'est tout à fait normal parce que le droit OHADA et le droit français sont assez proches. On connaît tous leur proximité. Donc, c'est tout à fait, nous attendons vos propos avec beaucoup d'attention. Merci, professeur Jacques Mestre, vous avez la parole. Merci beaucoup, chère madame. Avant peut-être d'évoquer l'intérêt je tiens moi-même évidemment à dire tout ce qui est le mien de me retrouver ce soir avec vous et à faire part de tous mes remerciements, tout particulièrement
Mountaga Diouf, dont l'initiative, je pense, est particulièrement heureuse, et également remercier votre maison d'édition, parce que je crois que dans la diffusion du droit, les éditeurs ont un rôle absolument essentiel, tout particulièrement en Afrique, et je ne peux que vous féliciter, soutenu donc l'ami Diouf dans cette initiative de publier un ouvrage de contentieux sociétaire. Et je voudrais également remercier naturellement toutes les personnes qui sont derrière leur écran, mais qui participent à cette rencontre. Je crois que traiter du contentieux sociétaire est une excellente initiative, parce que le contentieux sociétaire, c'est un contentieux ouvert. C'est-à-dire que dans bien des domaines, pour bien des questions, les solutions ne sont pas préétablies. Et à partir de là, le juge en particulier joue un rôle absolument essentiel dans les solutions qui peuvent y être apportées. Je prends un exemple très simple. Supposez un conflit entre que ils sont défendeurs, peuvent en quelque sorte paralyser cette demande de dissolution en proposant le rachat des parts sociales du demandeur. Est-ce qu'ils peuvent d'une certaine façon, ce faisant, convaincre le juge que la meilleure corde d'exclure, si j'ose dire, à travers le rachat de ces parts sociales, l'associé demandeur en dissolution? Nous avons là une question fondamentale et capitale pour la pérennité même des entreprises. Car selon la réponse que le juge saisi va apporter dans ce cas, dans le silence de la loi, la société va survivre, va se pérenniser avec les emplois qui peuvent être les siens, avec la place économique qui est la sienne, ou la société va disparaître. C'est un contentieux parce qu'en bien des domaines, la loi est uniforme ou OHADA, pas davantage que fait la loi française ou le code de commerce. Et c'est un contentieux important parce qu'à travers lui, finalement, on vend l'enjeu économique et social que représentent les sociétés. Et c'est aussi, et c'est tout l'intérêt, me semble-t-il, de l'ouvrage de Mountaga Diouf, c'est un contentieux, je dirais, transnational. Alors certes, si la question c'est vers le droit OHADA et le rôle du juge africain que l'on va se tourner, si la question se pose en France, c'est vers le code de commerce français et le juge français que l'on va se tourner, mais en réalité, les problèmes sont universels et les modes de solution le sont tout autant. Et c'est pour ça que cet ouvrage me paraît vraiment intéressant, parce que je pense qu'à travers les solutions que nous apportent ou suggèrent, ou à travers les solutions que les juges africains donnent, le droit français lui-même peut considérablement s'enrichir. Que le droit OHADA est assez largement d'inceste, je pense qu'est venue l'époque où les choses s'inversent et où le droit français a beaucoup à apprendre du droit OHADA et surtout de la manière dont les juges africains tranchent les conflits sociétaires qui leur sont soumis. Et c'est comme ça que j'ai parcouru d'ores et déjà avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage de notre ami Diouf, parce que je retrouve un certain nombre de solutions qu'il présente de droit africain, des éléments qui sont de nature à éclairer le droit français et à le faire avancer. Le hasard fait qu'au cours de ces derniers mois, la Cour de cassation française s'est trouvée confrontée à toute une série de problématiques délicates en droit des sociétés, avec des solutions pour lesquelles elle manifeste certaines hésitations. J'en prends 2 ou 3 exemples. Est-ce que si les statuts d'une société, une clause de conciliation, conflit entre associés, la présence de cette clause statutaire empêche un associé de solliciter la nomination
d'un administrateur provisoire? Voilà une question qui s'est récemment posée à la Cour de cassation, et pour l'éclairage du droit africain sont finalement tout aussi intéressants que peuvent être les éclairages du droit français. Une question qui est d'ailleurs une question qu'évoque Muntaga Diouf dans son ouvrage, quid dans le cas où des administrateurs qui ont été nommés par une société mère et qui ont vocation, dans la filiale dont ils sont également administrateurs, à voter dans le sens qu'a souhaité la mère, se démarquent de cette position et adoptent une position, en revanche, conforme à l'intérêt de la filiale. C'est une question qui a été soumise à la Cour de cassation en 2019. On a en effet recherché les administrateurs de la mère au motif qu'ils auraient, ce faisant, manqué à un devoir de loyauté. La Cour de cassation a suggéré une solution inverse. Elle a considéré qu'il fallait rechercher si, finalement, l'intérêt social de la filiale ne devait pas prévaloir sur l'intérêt. Eh bien, sur une question de ce type, là aussi, le requin, à mon avis, est de nature à véritablement peser sur les décisions désormais du droit français. Je prendrai également une autre illustration qui tient dans une réforme récente que vient de connaître le droit français, qu'à ma connaissance, l'acte uniforme OHADA n'a pas anticipé, qui est la réforme qu'a opérée la loi Pacte, en modifiant légèrement l'intérêt social, tout en prévoyant qu'à côté de l'intérêt social, le juge devait aussi considérer les enjeux sociaux et environnementaux. Eh bien, sur ce terrain, je crois que là encore, le regard OHADA qui nous est présenté dans son ouvrage est de nature à éclairer les choix qu'il peut être amené à faire. Tout à l'heure, l'un des intervenants évoquait la crise sanitaire particulièrement originale. J'en prends une qui m'a été soumise il y a quelques mois. Voilà une cession de société qui est parfaite. Elle était conditionnée par des conditions suspensives qui se sont réalisées. Donc, normalement, le dirigeant de la société acquéreur devrait verser le prix et procéder à l'acquisition des titres. Mais il se trouve que la société en question travaille dans l'événementiel, dans un secteur qui a été particulièrement affecté par la crise. Et voilà ce dirigeant de la société acquéreur qui vient dire, c'est vrai, la vente normalement est parfaite, normalement je devrais exécuter mon acquisition en versant le prix dû au cédant, mais ce faisant, si aujourd'hui j'achète une coquille qui est devenue brutalement, partiellement vide, est-ce que je ne peux pas engager ma responsabilité personnelle envers les salariés de la société? Est-ce que payer un prix fort pour acheter une société qui a perdu, par l'effet de la crise, beaucoup de son intérêt, n'est pas une source de responsabilité pour moi? C'est une question qui est actuellement pendante devant les juridictions françaises et que les réflexions de notre ami Muntaga Diouf sont de nature à éclairer. J'y associe d'ailleurs au passage aussi les réflexions de son maître, celui qu'il évoquait tout à l'heure, mon ami Diao Diouf. Car quand on sait l'importance de la doctrine de Diao Diouf, quand on a assisté, comme j'ai eu le plaisir d'y assister en décembre dernier, à la remise de ces mélanges dans le grand amphithéâtre de l'université de Dakar, on sait le poids qui est le sien dans la doctrine africaine, dans la doctrine de l'OHADA, et on a le sentiment, en lisant l'ouvrage de Muntaga, qu'il y a une synergie très forte et très belle qui s'est réalisée entre le jeune thésard, devenu un grand maître de la CCJA, et son patron de thèse. Et d'une certaine façon, cet ouvrage, c'est aussi l'occasion pour moi de les remercier de la manière dont ils m'ont toujours accueilli avec beaucoup de gentillesse en Afrique. Et c'est la manière de célébrer cette union parfaite entre un directeur de thèse et son thésard.
Vous rappeliez tout à l'heure, madame, que j'avais en charge effectivement l'Association française des docteurs en droit. C'est une très belle responsabilité dans laquelle je m'investis beaucoup depuis quelques années, notamment pour soutenir les jeunes chercheurs. Alors, je ne dirais pas que Muntaga Diouf est un jeune chercheur, c'est maintenant un chercheur éprouvé, c'est un grand magistrat, mais on a quand même le sentiment, en relisant cet ouvrage, que celui-ci trouve son origine dans sa superbe thèse de doctorat, et je me félicite de voir ainsi comment la recherche, lorsqu'elle est menée par un juriste convaincu et ouvert, attentif aux enjeux sociaux, aux enjeux économiques, aux enjeux environnementaux, est de nature à faire progresser le droit et la vie des entreprises. Et au-delà, l'économie africaine, c'est vraiment une très belle aventure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez réussi à mener tous ensemble. Et pour moi, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'y être associé à l'occasion du lancement de cet ouvrage. Merci. Merci infiniment, professeur Mestre, pour ces propos. Vous avez parlé donc des problèmes qui naissent déjà au niveau de la justice avec la crise que nous sommes en train de traverser. Et c'est sûr que dans les juridictions africaines, ces problèmes-là ne manqueront pas de se poser également. Et vous l'avez dit, l'ouvrage donne des éléments. Donc, nous attendons de voir les décisions qui pourront sortir. Et pour les juristes, c'est toujours toute occasion et source de réflexion pour justement sécuriser les activités, sécuriser tout simplement, enfin assurer la sécurité juridique. C'est d'ailleurs l'objectif de l'OHADA. Merci infiniment pour ces apports concernant le droit français que l'on recoupe tout à fait avec le droit OHADA et pour tous les propos que vous avez bien voulu tenir. Je tire de ce moment, nous sommes dans les échanges, tout à fait, vous pouvez solliciter et prendre la parole. Nous allons vous inviter à désactiver vos caméras pour être visibles. Nous sommes dans un espace de convivialité. Vous pouvez, à partir du moment où la présentation est terminée, vous pouvez mettre vos caméras pour qu'on vous voit, pour ceux qui le souhaitent. C'est toujours beaucoup plus agréable. Et puis ensuite, les interventions peuvent se faire. Vous pouvez simplement demander la parole en passant par le canal de discussion ou plus simplement activer la main, c'est-à-dire que vous regardez en bas de votre écran à droite, là où il y a réaction. À partir de là, vous pouvez demander à prendre la parole. À ce moment-là, en levant la main, on vous verra et puis vous aurez la parole pour intervenir. Et lorsque ce sera fini, vous pourrez désactiver simplement la main pour qu'on sache que vous avez fini votre intervention. Je vous remercie. Alors donc, Monsieur Koulibaly, merci de prendre la parole. Vous pouvez y aller. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Je commence par remercier monsieur le juge, monsieur Diouf, pour ce bijou qu'il vient de mettre à coucher. Alors, ensuite, je tiens à remercier le professeur Jacques Mestre, ainsi que vous-même et le professeur, tous ceux qui sont passés. Alors, après avoir écouté attentivement les interventions, alors, la question que je me pose, c'est qu'au niveau du contentieux sociétaire, c'est plus, on retrouve plus ces conflits dans les sociétés pluripersonnelles. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que on peut trouver ce genre de conflit dans la société unipersonnelle, dans le droit OHADA, lorsqu'on sait qu'il y a plusieurs formes de sociétés unipersonnelles en droit OHADA, notamment la société anonyme à associé unique, la SASU et aussi la SARLU. Et par là même, est-ce qu'à ce niveau-là,
quels sont les enjeux de l'intérêt social et de l'intérêt de l'administrateur ou du gérant. Et sur ce, je vous remercie. Merci, Monsieur Koulibaly. La parole est à qui veut la prendre pour les intervenants. Je peux dire un mot? Enfin, oui, bien sûr. Allez-y, professeur Mestre. Alors, effectivement, lorsque la société est unipersonnelle, les conflits entre associés, par hypothèse, ne sont pas présents. Cela étant, il peut y avoir quand même des conflits qui peuvent tenir au fait que le dirigeant de la société unipersonnelle ne sera pas l'associé unique. Donc, il peut y avoir une politique de gouvernance conduite par le dirigeant qui sera au final désapprouvée par l'associé. Donc, ce conflit peut conduire le juge effectivement à apprécier ensuite un certain nombre de délibérations qui auraient été prises par l'associé unique et que le dirigeant n'accepterait pas. Donc, l'intérêt social a vocation. Alors, évidemment, l'appréciation de l'intérêt social est ici un peu délicate, puisqu'il faut bien montrer que l'intérêt social n'est pas l'intérêt personnel de l'associé unique. Mais effectivement, cette dissociation aussi peut trouver, par exemple, sa justification dans le fait que l'entreprise unipersonnelle a des salariés et que l'intérêt social doit prendre en compte aussi, d'une certaine façon, l'intérêt de ses salariés. Donc, il y a une spécificité, il y a sans doute même un très beau sujet de thèse qui, à ma connaissance, n'a jamais été réalisé, du moins en France, peut-être est-il en cours en Afrique. Donc, votre question est particulièrement pertinente, mais je pense il y a un certain nombre d'éléments qui sont de nature, me semble-t-il, à la fois à faire naître des conflits, à la fois à rendre cet intérêt social un peu spécifique, et voilà, qui mériterait d'être approfondi. D'accord, merci monsieur. Alors, j'attire votre attention que c'est le cas au fait parce que actuellement je suis en première année de thèse et ma thèse ça porte sur la société unipersonnelle, notamment en droit OHADA, mais aussi en droit qui va faire appel au droit comparé également. Et donc, voilà. Je vous signale d'ailleurs un arrêt de la Cour de cassation qui était sur... alors, c'est une question tout à fait différente, mais qui est quand même assez intéressante, de savoir si un juge unique a vocation à délibérer. Et la Cour de cassation, dans cet arrêt, a considéré qu'un juge unique était tenu d'une obligation de délibération. Donc, l'unicité, si vous voulez, n'est pas exclusive de l'extension d'un certain nombre de solutions qui sont conçues pour le collectif, mais qui peuvent faire l'objet d'une certaine extension singulière, si j'ose dire, aux figures uniques. En tout cas, c'est un sujet très, très intéressant. Merci pour votre question, Monsieur Koulibaly, et pour la réponse apportée par le professeur Mestre. Je pense que le professeur Mercadal souhaite apporter quelques éléments également. J'ajouterais que le conflit vient en fait des créanciers sociaux, et surtout à l'heure où on liquide la société unipersonnelle, où elle se dissout, et au moment de la transmission dans le patrimoine de l'associé unique. C'est là où l'on voit apparaître les oppositions des créanciers et que le problème de l'utilité de sa dissolution ou le problème de telle ou telle résolution qu'a adopté l'associé unique en délibérant avec lui-même va pouvoir poser la question de l'intérêt social et de la place de cette société dans la vie économique. Merci. Donc, monsieur, une question. Donc, apparemment, il y aura la question des conflits d'intérêts entre le dirigeant et entre l'intérêt personnel du dirigeant et l'intérêt social. Exactement. Et qui est posé par les créanciers sociaux. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Si monsieur Diouf, Muntaga Diouf veut intervenir, le professeur Ndiao Diouf veut intervenir. Oui, Muntaga
Diouf, allez-y. Oui, juste pour aller dans le sens de ce que disait Jacques Mestre tout à l'heure, quand on parle de conflit entre associés, bien entendu, s'il n'y a qu'un associé unique, par hypothèse, il ne peut pas y avoir de conflit entre associés dans une société unipersonnelle. Mais l'intérêt social de la société ou l'intérêt de l'associé unique étant bien distinct, vous êtes en train d'étudier l'intérêt social, vous connaissez les différentes déclinaisons, en tout cas de ce concept. Est-ce que c'est l'intérêt de l'entreprise qui met en exergue l'aspect économique beaucoup plus que l'intérêt de la personne morale en tant que structure d'exploitation de l'entreprise? Vous voyez qu'il peut arriver des cas où véritablement le dirigeant, ce n'est pas parce qu'il est associé unique qu'il peut tout faire à la tête de l'entreprise. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'acte uniforme a prévu des dispositions pénales qui protègent les biens de la société, qui protègent l'intérêt de la société. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler peut-être d'abus de biens sociaux dans ces types de sociétés, sauf que pour la société anonyme, le texte ne distingue pas entre société anonyme unipersonnelle ou société anonyme pluripersonnelle. J'imagine que vous parlez plutôt peut-être des petites sociétés SARL, mais quand on va dans le sens d'une société anonyme, mais bien sûr, et d'une société par action simplifiée, bien sûr, même si c'est une société par action simplifiée unipersonnelle, l'abus de biens sociaux est parfaitement concevable du point de vue, en tout cas de la définition prévue par l'article 891, qui met en exergue l'intérêt social. Un dirigeant de société unipersonnelle qui fait ce qu'il veut avec les fonds, même si on met de côté l'abus de biens sociaux, on peut voir la répartition de dividendes fictifs. Ce n'est pas parce que la société fait des bénéfices que vous avez le droit de tout virer dans votre compte personnel. Il y a une méthode de calcul du bénéfice distribuable prévue par l'article 143. Et bien entendu, même si vous êtes associé à 100%, mais si vous ne respectez pas ces critères de répartition, mais vous tombez sous le biais de la sanction, de la sanction pénale. Voilà. Et ici, ajoute qu'il peut y avoir maintenant un conflit entre le gérant salarié et peut-être l'associé unique qui a créé son entreprise, qui n'a aucune compétence pour la diriger, mais qui choisit un gérant salarié. Et voilà, il peut y avoir des conflits. Ce n'est pas parce que c'est lui l'associé unique qu'il va débarquer dans l'entreprise pour lui dire « sors de mon bureau, c'est moi qui gère mon entreprise ». Il y a des formes à faire et le juge devrait peut-être être amené à arbitrer ce conflit-là, bien entendu, lorsqu'il naît entre ces deux acteurs. Vraiment, merci beaucoup, monsieur. Votre intervention a été très enrichissante pour moi. Et je dois dire que je suis très satisfait de votre réponse. Merci, monsieur. Merci, monsieur Koulibaly, et merci pour ces précisions. Oui, professeur Diouf. Merci beaucoup. Moi, je reviens à une problématique qui m'est très chère. C'est la place de la procédure dans le droit au OHADA. Comme je le disais tout à l'heure, tous les droits déterminataires ont à leur service des règles de procédure. Malheureusement, en droit au OHADA, il n'y a pas de règles de procédure spécifiques aux actes uniformes, ce qui fait qu'il y a toujours un renvoi à la loi nationale des États partis. Et le juge qui tranche un litige est obligé de se tourner vers sa loi nationale, vers par exemple son code de procédure civile. Il est donc important pour aborder ce genre de problème de se tourner également vers les questions de procédure pure. Et je rappelle que une situation peut être litigieuse, même s'il n'y a pas un conflit ouvert entre deux personnes, ce qui pourrait être le cas dans le cadre d'une société unipersonnelle. Et je vais terminer par là. Je le disais à l'entame de mon propos tout à l'heure, la société est l'affaire des associés, mais elle intéresse également les tiers.
Et par tiers, j'entends par exemple les créanciers, j'entends les salariés, etc. Et il peut arriver peut-être que ces personnes, ces tiers, prennent l'initiative d'une procédure dans le cadre d'une société unipersonnelle pour préserver leurs intérêts. Je vous remercie. Merci, professeur Ndao Diouf. On voit bien que cette seule question implique beaucoup de choses. Monsieur Koulibaly, votre seule question implique beaucoup de choses, ce qui montre aussi que la société, même si elle est créée par une personne ou par un groupe de personnes, n'est pas que leur seule affaire. Et c'est pour ça que quand on parle de société, de contentieux sociétaire, on s'adresse effectivement à beaucoup d'acteurs, qui peuvent être impliqués. Donc, c'est effectivement très important. Votre question nous amène donc à cette ouverture qui montre véritablement ce que c'est qu'une société, ce dans quoi on s'engage lorsqu'on décide de créer une société. Des fois, on crée facilement. On a envie de se lancer dans une aventure, on crée une entreprise, mais il y a des responsabilités derrière. On a évoqué les sanctions pénales quand on est dirigeant d'entreprise. Oh là là, donc je pense que cet ouvrage vient à point nommé pour éclaircir un certain nombre de points, faire davantage connaître ce que c'est qu'une société, quelles sont les implications, les responsabilités et qu'est-ce qu'il peut arriver en cas de contentieux. Merci infiniment pour la question et pour les différentes contributions en guise de réponse. S'il y a d'autres interventions, nous souhaitons les prendre. Vous pouvez vous manifester. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? En désactivant son micro et sa caméra, si c'est possible. Non, il n'y a pas d'autres interventions? Oui, Monsieur Bakar, merci de bien vouloir intervenir. Vous avez la parole. Vous pouvez désactiver votre micro et votre caméra si vous en avez convenance. Monsieur Bakar, allez-y. Oui, bonjour, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Je me présente, je suis Bakar Ahmed Ben Kassim, je suis d'origine comorienne, maître de conférence en droit public, ancien doyen de la faculté de droit et de sciences économiques à l'Université des Comores. J'enseigne le droit des affaires, droit pénal des affaires et l'entreprise en difficulté. J'ai eu pas mal de problèmes pour trouver des jurisprudences parce qu'en principe, le droit OHADA aux Comores, c'est récent. Et comme j'ai fait mes études en France, j'ai eu du mal à pouvoir m'intéresser directement au droit de l'OHADA. Mais à partir de ce master, que c'est moi-même qui l'ai introduit aux Comores, j'ai dû quand même commencer à travailler sur l'OHADA. Je félicite l'auteur de cet ouvrage, que je ne sais pas comment je vais faire pour l'avoir, parce que avec le problème des distances, sauf aussi à Paris, il y a possibilité de l'avoir. Je peux appeler quelqu'un là-bas pour le procurer, me l'envoyer le plus tôt possible. Alors là, le problème que les Comores ont pour le moment, c'est en matière de juridiction, surtout la présence du tribunal de commerce et puis la présence aussi de la Cour de justice d'arbitrage. Il y a ce petit amalgame que jusqu'à maintenant, le tribunal de première instance essaie de s'accaparer de tout ce qui est commercial, même s'il n'y a même pas un an qu'on a introduit le tribunal de commerce. Et la Cour de justice aussi n'arrive pas à trouver sa place parfaitement comme le cas des autres pays. Alors là, maintenant, c'est de voir comment l'OHADA peut vraiment pas pousser, pas ou ni influencer, mais de maintenir pour que tous ces pays qui font partie de l'OHADA travaillent vraiment sur l'OHADA. C'est juste mon petite intervention. Merci. Merci, Monsieur Bakar, pour votre intervention. Effectivement, nous sommes extrêmement ravis, en tout cas moi personnellement, de vous avoir sur ce plateau parce que, en général, quand on organise des activités de l'OHADA, les Comores, on ne les voit malheureusement pas beaucoup. Effectivement, il y a la distance. Comptez sur moi maintenant. Pardon?
Comptez sur moi. Absolument. Et je parle peut-être sous le contrôle du directeur général de l'ERSUMA qui est avec nous. Il y avait une activité qui était prévue chez vous, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour les raisons que vous connaissez sans doute. Donc, où que vous soyez dans le monde entier, mesdames, messieurs, si vous souhaitez obtenir cet ouvrage, écrivez-nous. L'adresse est indiquée sur le document et vous avez vu, on vous a mis dans le chat de discussion un entretien plus long réalisé avec Monsieur Muntaga et à la fin, Diouf, et à la fin, vous aurez donc les éléments nécessaires, le lien où vous vous connectez sur le site de siroada.com. Vous pouvez donc entrer en contact avec nous où que vous soyez. On se fera le devoir de vous faire parvenir l'ouvrage. Voilà ce que je voulais dire. Et pour le reste de votre intervention, je laisse la parole aux intervenants qui souhaitent intervenir. Merci. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Monsieur Diouf, Muntaga Diouf, qui est assez habitué de toute façon, qui enseigne également à l'ERSUMA et qui se déplace beaucoup pour des formations. Muntaga. Oui, je ne sais pas ce que je... Bon, il a posé une question assez générale des difficultés peut-être d'accès à la jurisprudence de l'OHADA. Je l'invite simplement à visiter le site de ohada.org, où sont publiés tous les arrêts de la CCJA ou de se connecter sur le site de l'école de l'ERSUMA.org. Il y a également une bibliothèque numérique, en tout cas où il peut avoir accès à ces décisions. Alors, en ce qui concerne le conflit maintenant de compétences qui est ouvert entre le tribunal de première instance et le tribunal de commerce, je voulais le rassurer que ce n'est pas seulement au Comores. Les tribunaux de première instance avaient une compétence de droit commun en matière civile et commerciale. Et quand on a créé les tribunaux du commerce sous l'impulsion de la Banque mondiale, voilà les textes qui donnent compétence à ces tribunaux de commerce ne sont pas parfois un exemple de clarté sur certains aspects. Ce qui fait qu'il y a toujours des zones d'ombre dans certains textes nationaux, en tout cas qui laissent planer encore la possibilité pour les tribunaux de première instance de continuer à régir certaines affaires commerciales. Je donnerai l'exemple de la saisie immobilière qui a soulevé beaucoup de difficultés dans les États, puisque les tribunaux de commerce, bon, si c'est une saisie immobilière qui est faite entre deux personnes commerçantes, les tribunaux de commerce estiment, du fait peut-être de l'articulation de leur texte, s'estiment compétents pour les juger, alors que les tribunaux de droit commun se réfèrent au texte de la OHADA qui donne compétence à la juridiction qui a plénitude de compétences. Voilà, et la juridiction qui a plénitude de compétences, c'est souvent la juridiction de première instance. Bon, sauf maintenant si un texte spécial viendrait peut-être véritablement au plan national à dire que la juridiction qui a plénitude de compétences au Comores ou au Sénégal, c'est le tribunal de commerce, ou plénitude de compétences sur telle matière. Voilà, donc, mais petit à petit, la CCJA règle les questions, mais voilà, c'est également aux commissions nationales de travailler sur ces questions-là, en rapport avec les ministères de la Justice, pour véritablement revoir l'organisation judiciaire. Mais ce n'est pas propre aux Comores, ça existait au Sénégal, et récemment, c'est en
2020 ou 2021 qu'on a pris un autre texte pour amender le premier texte de 2017 pour en tout cas séparer sur cette matière-là clairement la compétence entre le tribunal d'instance et le tribunal de commerce de Dakar. Je voulais intervenir sur ce point, je le disais au départ. Dans les textes de l'OHADA, on évite de parler de détermination de la catégorie des juridictions compétentes. Il arrive souvent que les textes de l'OHADA règlent les questions de compétences territoriales, en disant par exemple que le tribunal compétent, c'est le tribunal du lieu où se trouve le siège social de la société, ou bien le tribunal du lieu où se trouve le domicile du débiteur en matière de procédure collective. Mais il n'y a pratiquement pas de disposition dans l'OHADA ayant pour objet de fixer les règles de compétence d'attribution. Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour respecter la souveraineté des États? Parce que quand même, l'organisation judiciaire, c'est une question de souveraineté. Est-ce que c'est pour tenir compte de la diversité qui existe en la matière? Parce que vous allez dans certains pays, vous avez des tribunaux de première instance, des tribunaux d'instance, dans d'autres, vous avez des justices de paix, des tribunaux d'instance, dans d'autres, vous avez des tribunaux régionaux, des tribunaux départementaux, etc. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas de disposition dans les actes uniformes ayant pour objet de régler les questions de compétence d'attribution. Donc, il y a toujours un renvoi à la loi nationale. Le renvoi pouvant être explicite ou implicite. Parfois, il y a des indicateurs qu'on donne. On dit par exemple la juridiction compétente en matière commerciale. Ça veut dire que dans l'organisation judiciaire interne, une juridiction qui n'a pas de compétence en matière commerciale ne pourrait pas connaître de cette question. Parfois, on dit le président du tribunal. Ça veut dire donc que c'est le juge unique. Parfois, on dit le président du tribunal statuant en matière d'urgence. Est-ce que c'est le juge des référés? Est-ce que c'est le juge des requêtes? Donc, il faut toujours, à mon avis, revenir à la loi interne de chaque État partie pour régler ce problème. Ce qui, à terme, pourrait poser un problème. Et c'est sur ce plan que je vais critiquer un peu la Cour commune d'arbitrage. Parce que la Cour commune de justice et d'arbitrage considère que tous les pourvois formés contre une décision rendue en dernier ressort sont de sa compétence dès lors que la matière relève du droit uniforme OHADA. Mais il peut arriver que la matière en cause relève du droit uniforme OHADA, mais que les questions qui ont été soulevées relèvent de la loi nationale des États partis. Et si on ne fait pas attention, la Cour commune va se prononcer sur un pourvoi dirigé directement contre la violation, contre une décision rendue en violation d'une loi nationale de l'État parti. Justement, à ce propos, vous avez un litige à propos d'une société commerciale. On a dit que le tribunal compétent, c'est, je ne sais pas moi, le président du tribunal statuant en matière d'urgence. Vous considérez que le tribunal statuant en matière d'urgence, c'est le juge des référés. L'affaire arrive devant la cour d'appel, on forme un pourvoi en cassation, étant donné que le litige est né dans le cadre du droit des sociétés, donc la Cour commune est compétente, mais elle risque de se prononcer sur le droit interne de l'État parti, parce que l'organisation judiciaire, c'est le droit interne des États partis. J'espère que j'aurai d'autres occasions de discuter de cette question avec la Cour commune de justice et d'arbitrage. De toute façon, j'ai fait un article sur cette question et je crois que je continuerai à défendre cette position. Je vous remercie.
Merci, professeur Ndiao Diouf. Effectivement, vous évoquez une question très technique qui a besoin d'être davantage creusée. On sait que l'OHADA n'est pas, les institutions de l'OHADA fonctionnent très bien, mais tout n'est pas parfait. Il faut continuer donc à travailler là-dessus parce que l'OHADA, dans tous les cas, reste un droit très jeune. Je vois le professeur Mestre qui souhaite intervenir. Juste une toute petite précision pour dire qu'à mon avis, les conflits de compétences d'attribution seront de plus en plus fréquents pour le contentieux sociétaire, parce qu'on observe de plus en plus que le droit des sociétés est invoqué par les salariés, par les ONG, par les parties prenantes, par les stakeholders, et donc finalement qui mettent en avant des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux. Et toutes ces parties-là ont vocation de façon générale à échapper à la compétence traditionnelle commerciale dont relève le droit des sociétés. Par exemple, en France actuellement, il y a une interrogation très forte sur la compétence juridictionnelle à l'égard des plans de vigilance. Les sociétés multinationales sont obligées depuis une loi de 2017 de mettre en place des plans de vigilance contre les risques sociaux, environnementaux dans tous les pays du monde où elles travaillent, éventuellement à travers des sous-traitants. Et on s'interroge sur le point de savoir si les manquements aux obligations légales dans le cadre de ces plans de vigilance relatifs à la compliance que doivent mettre en œuvre les sociétés françaises relèvent du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, désormais du tribunal judiciaire, et la tendance est plutôt aujourd'hui à aller au moins vers les tribunaux judiciaires dans le cadre d'une option de compétence lorsque ce sont les salariés ou des ONG qui prennent l'initiative de l'action. Voilà. Donc, c'est un contentieux sociétaire qui est de plus en plus lié à une dimension sociale et environnementale. Merci, professeur Mestre. Nous allons suivre ça de très près. Mesdames, Messieurs, le temps passe malheureusement très, très vite. Nous arrivons au terme de notre séance. Nous avons même dépassé le temps prévu, mais je pense que c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Professeur Mestre, puisque vous avez la parole, je vais vous demander un demi-mot, un dernier mot avant de clore cette séance. Je crois que vous l'avez dit, c'est une présentation d'un ouvrage très réussi qui a bien montré, je pense, vraiment l'intérêt de ce travail sur le contentieux sociétaire. Il est clair aussi que les responsabilités juridictionnelles importantes que l'auteur exerce sont de nature à fortifier les positions qu'il prend. Donc, je pense que votre maison d'édition a eu particulièrement raison de publier cet ouvrage qui est promis un très, très bel avenir. Merci à tous. Merci infiniment. Nous allons donc demander au professeur Barthélemy Mercadal de bien vouloir débloquer son micro pour nous livrer un petit mot de fin. Volontiers. Je mettrai mes pas dans ceux de mon collègue Jacques Mestre à l'instant, surtout pour vous féliciter pour cette organisation et cette entreprise que vous avez lancée. Je savais qu'elle était sous-jacente à votre activité, mais je ne savais pas qu'elle impliquait autant de soins et que vous avez surmonté, ce qui est remarquable dans l'intérêt de l'OHADA. Je pense ainsi que nous contribuons à consolider ce que je dis depuis très longtemps, la législation de l'OHADA en montrant comment elle était appliquée. Et l'ouvrage de M. Diouf est une réponse directe à cette incitation que je développe depuis l'année 2000. Merci, cher Monsieur Mercadal. Nous allons maintenant demander au professeur Ndiao Diouf de bien vouloir débloquer son micro pour nous dire un petit mot de fin. Merci beaucoup, Arlette.
de m'avoir donné donc cette occasion de retrouver Jacques et toutes ces personnes. Alors, je voulais ce qui m'a particulièrement intéressé dans l'ouvrage de Moutaga, c'est cette volonté d'aller chercher les solutions aux problèmes qui se posent dans la jurisprudence de la CCJA. Vous savez, nos chercheurs ont parfois trop tendance à reproduire les solutions élaborées par la Cour de cassation française. Et ces solutions ne sont pas toujours adaptées. Nous, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, nous avons un droit assez particulier où il faut essayer de combiner les actes uniformes et la loi nationale des États partis, et ça donne une physionomie particulière à nos règles. Et la Cour commune de justice et d'arbitrage a rendu des arrêts très intéressants qui ont permis de préciser le sens et la portée de certaines règles qui se trouvent dans les actes uniformes. Et justement, Moutaga Diouf, au lieu de se limiter à la jurisprudence française, a analysé à fond ces décisions rendues par la Cour commune de justice et d'arbitrage, des décisions très fécondes, très intéressantes. Et j'invite également ceux qui vont acheter cet ouvrage à compléter leur documentation par une recherche des décisions qui sont rendues par la Cour commune de justice et d'arbitrage sur toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Ndiaye Diouf. Alors, je voulais simplement, avant de laisser la parole à Moutaga, dire, parce que nous avons sur le canal de discussion quelques questions. Bon, évidemment, des mots de félicitations, on vous en remercie infiniment. Quelqu'un au Sénégal, M. Keita, qui demande si l'ouvrage est disponible au Sénégal. Oui, l'ouvrage les exemplaires sont en route pour le Sénégal et ils seront disponibles à la commission nationale, nous l'avons dit tout à l'heure, à Dakar. Et le prix est affiché également. Quand vous allez sur le site Internet, vous aurez toutes les informations. 25 000 francs CFA, 45 euros. Nous ne sommes pas dans une démarche d'édition ordinaire. Donc, vous verrez que le prix a été étudié spécialement pour permettre justement aux personnes qui sont en Afrique, quel que soit le métier que vous exercez ou votre statut étudiant, professionnel, peu importe, mais que les gens puissent accéder à l'ouvrage s'ils en ont envie, s'ils en ont besoin. Donc, c'est ce qui justifie cette démarche-là, c'est la vision de Sirowaada, et Moutaga Diouf est totalement en phase avec cette vision. Donc, toutes ces informations sont là. L'ouvrage est disponible. Vous pouvez consulter le site de sirowaada.com. Vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à nous écrire s'il vous manque des éléments. Nous, pour l'événement, nous avons demandé vos coordonnées, mais ce n'est pas pour les conserver pour d'autres fins. Donc, si vous souhaitez nous contacter, nos coordonnées sont disponibles. Contactez-nous en toute liberté pour que nous puissions vous faire parvenir les ouvrages si vous les commandez. La question a été posée également pour savoir si l'ouvrage est disponible en RDC. La réponse est la même. Partout où vous êtes dans le monde, n'hésitez pas, nous vous ferons parvenir l'ouvrage. Merci infiniment. Sur ce, je souhaite laisser la parole à Moutaga Diouf pour son mot de fin avant de clore la séance. Micro, cher Moutaga. Voilà, mon mot de fin va porter sur ce que le professeur Mercadal appelait une sorte de proposition révolutionnaire, simplement parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la conception du juge
a un peu évolué. Aujourd'hui, nous sommes à la phase du juge manager. Le juge manager, il a 3 contraintes aujourd'hui. La contrainte de concilier l'économie et le juridique. D'ailleurs, avec toute cette théorie de l'analyse économique du droit cher à la CNUDSI, le juge aujourd'hui, en tout cas le juge commercial, doit essayer de concilier le besoin de recherche du profit des opérateurs économiques, mais avec le nécessaire respect de l'intérêt général. Le juge aujourd'hui doit également concilier l'impossibilité pour la loi de tout prévoir et le devoir de rendre la justice sous peine de commettre un délit de justice. Et c'est cela qui, de mon point de vue, constitue un argument en faveur du droit d'ingérence ou du devoir d'ingérence sociétaire. Je vous remercie. Merci, Muntaga. Je vois une intervention de Monsieur Yao. Au fond, je risque de massacrer le nom parce que je ne le vois pas en entier, mais je vais juste vous dire qu'il dit que le juge peut dissoudre une société sur le seul fait du désaccord entre associés même. Si la société a une santé, c'est une question, même si la société a une bonne santé financière, puisque la question est posée en une demi-phrase. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Oui, mais bon, c'est vrai que le juge peut dissoudre la société. L'article 200 de l'acte uniforme qui prévoit les codes de dissolution prévoit la possibilité de dissoudre simplement parce qu'il y a mésentente. Donc, disparition en quelque sorte de l'affectio societatis. Donc, ça, c'est un cas de dissolution en quelques mots. Merci. Merci pour cette... de toute façon, la spontanéité de la compétence, elle est là. Hein. Muntaga Diouf, on se connaît depuis un certain nombre d'années. Donc, merci. Vous voyez bien ce que vous pouvez retirer de cet ouvrage et un participant l'a dit d'ailleurs que le droit des sociétés a de beaux jours devant lui. Et c'est sur ces mots que je voudrais remercier chacun des intervenants, le professeur Jacques Mestre, le professeur... M. Mercadal n'a pas donné son dernier mot. Ah, si. Ah bon, ah d'accord. Ah, c'est le premier, d'accord. Okay. Tout le monde. Professeur Jacques Mestre, merci. Professeur Barthélemy Mercadal, merci. Professeur Ndiao Diouf, merci. Muntaga Diouf, ce fut un plaisir. Je remercie l'équipe de Siroada édition Michel Andreu. Merci infiniment pour ton énergie, tout le travail que tu abats pour que cette maison d'édition puisse vivre. Et c'est ensemble que nous nous inscrivons dans ce cadre-là de faire arriver en Afrique, dans nos différents pays, les outils qu'il faut aux juristes et aux opérateurs économiques pour pouvoir assurer davantage la sécurité juridique dans notre espace économique et juridique. Chers invités, chers participants, merci à chacun de vous. Nous avons dépassé le temps, mais vous nous en excuserez, mais je pense que la qualité des débats nous a donc conduit à ce débordement. Sur ce, nous voulons vous souhaiter une bonne fin de journée et bonne soirée pour ceux qui sont à l'extérieur. En France, il est 19h24 et en heure JMT, 17h24. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.